Merci de votre présence. Vous êtes le médecin en chef psychiatre de l'hôpital Instruction des Armées de Sainte-Anne à Toulon. Et vous allez nous parler de la résilience. Bonsoir. Excusez-moi, je m'installe. Alors, donc, je vais vous parler effectivement de l'enseignement des SSE en tant qu'outil de résilience. Alors, l'évolution de la nature des crises auxquelles les soignants sont aujourd'hui confrontés, vous le savez, vous encourage à vous préparer à des risques nouveaux, volontiers anxiogènes. Les récents événements liés aux attentats terroristes, de par leur brutalité, leur impact sur la prise en charge médicale, vont positionner aujourd'hui l'hôpital comme un acteur central de ce qu'on pourrait nommer la résilience sociétale. C'est quoi? C'est la capacité de la société à faire face collectivement à la menace. La nature des crises a ainsi changé, modifiant par là même les réponses qui y sont apportées. On a de nouvelles échelles de valeur en termes de risques et de menaces qui voient le jour, les menaces terroristes amplifiées, les menaces sanitaires émergentes, comme les épisodes caniculaires, les nouveaux virus, ou encore les menaces de violence sociale. Tout cela va engendrer une véritable culture de la sécurité civile en France. Alors face à ces enjeux, les notions de danger, de risque, d'événement ou encore de résilience se multiplient. On a un terme nouveau qui a fait son apparition, consacré dans la loi de santé publique de 2016, les situations sanitaires exceptionnelles. Ainsi, l'implication croissante des soignants face aux situations sanitaires inédites et l'expérience du soin de l'urgence en contexte dégradé amène à un premier constat, celui de l'importance de la formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. Alors, je vous propose le plan suivant. Nous allons d'abord aborder les aspects psychologiques de la formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et nous verrons dans un deuxième temps le pouvoir de la formation comme un outil de résilience. Alors aujourd'hui, l'hôpital, par les valeurs humanistes et techniques qu'il véhicule, c'est un acteur premier de la résilience nationale face aux risques et menaces. On dispose d'un plan blanc hospitalier, vous le savez, qui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature sous sa responsabilité pour y faire face. Désormais, en dépit des circonstances, il s'agit de maintenir la qualité de la prise en charge des victimes, la sécurité des patients, aussi des soignants, des impliqués, malgré l'effet de surprise et les dommages qui vont être infligés. Alors la résilience, on y reviendra, c'est un terme qui est communément employé. En physique, il désigne la capacité d'un matériau à résister au choc, voire à retrouver sa forme initiale. En psychologie, il s'agit de la capacité à vivre et à se développer après avoir subi un choc traumatique ou un événement grave. Dès lors, on peut interroger la question de la résilience, non plus uniquement dans sa réponse collective de l'après-coup à une menace, mais aussi dans ses aspects préparatoires, en amont de l'agression subie. Le processus de résilience pourrait-il ainsi s'enclencher de manière anticipée, ou du moins se faciliter par une sensibilisation préalable à l'événement inédit, dans sa dimension exceptionnelle ou imprévue? À mon sens, il y a deux versants à prendre en compte dans le cadre de la situation sanitaire exceptionnelle. Du côté de l'individu, du soignant, dans quelle disposition il va être, quelle va être la résonance que va avoir la situation sanitaire exceptionnelle dans son vécu. Et du côté du collectif. Le collectif, c'est le faire face ensemble qui va réémerger de la situation de catastrophe face à une menace quant à l'attaque du groupe ou d'une société, là où ça se réduisait jusque-là à une logique individualiste et solitaire. Alors, face à l'irreprésentable, quels sont les effets de la situation sanitaire exceptionnelle sur le sujet? De l'intrigue à la curiosité, en passant par l'inconnu, la peur, le désarroi, jusqu'à des manifestations de stress plus aiguës, comme la sidération, la colère, l'effroi, l'inhibition. En l'absence de réponse immédiate, le sentiment qui prédomine, c'est souvent celui d'une incompréhension majeure sur les raisons du bouleversement et sur ce qui peut conduire à des réflexes de protection contre-productifs pour les actions à venir. Alors, si on prend les études qui ont été menées sur les effets psychiques, notamment sur les soignants face aux pandémies, on se rend compte que les enjeux indirects d'une pandémie telle qu'on l'a traversée sur le plan de la santé mentale sont au moins de deux ordres. Il y a l'impact psychologique potentiel du confinement sur la population générale et sur les personnes vulnérables, notamment celles qui vont souffrir de troubles mentaux. Et il y a l'impact sur les soignants.
Les services de santé sont mis à rude épreuve par la pandémie, certains soignants sont en première ligne et d'autres font face à la réorganisation du système de santé que va rendre nécessaire cette pandémie. L'intérêt de comprendre et d'étudier l'impact psychologique sur les professionnels de santé d'une crise sanitaire n'est pas nouveau. On avait déjà accordé une attention particulière à l'évaluation de l'état psychologique des professionnels de santé lors des épidémies antérieures, la grippe H1N1 ou encore le SARS-CoV-1. Et plusieurs enquêtes menées auprès des personnels hospitaliers montrent, d'une façon générale, qu'ils présentent des manifestations anxieuses, modérées à sévères, avec des préoccupations centrées sur l'infection virale elle-même et la crainte de contaminer des proches, avec des conséquences dommageables sur la santé. La peur de se montrer négligent vis-à-vis des collègues de travail et des patients, en les mettant en danger, a aussi été rapportée. On a donc identifié un certain nombre de facteurs précipitant l'apparition de troubles psychiques de nature essentiellement anxieuse, parfois dépressive, du surmenage, et parfois de troubles de stress post-traumatique, notamment quand l'événement venait résonner de manière plus singulière avec le vécu du sujet. Certaines mesures individuelles ou collectives ont alors été mises en place, destinées à promouvoir et renforcer les stratégies d'adaptation au stress et réduire la charge cognitive et émotionnelle intense auxquelles les soignants ont été exposés. Pourtant, il semble que peu de mesures préventives avaient été prises par les différents systèmes de santé à l'issue de ces épidémies pour prévenir la survenue de tels troubles psychiques lors des nouvelles crises sanitaires. Alors, comme l'événement traumatogène vient produire du chaos et du non-sens dans les représentations du sujet, l'exposition inattendue à une menace quant à l'intégrité physique individuelle et collective plonge l'individu dans un sentiment de désarroi et d'impuissance. Plus ces sentiments sont intenses, plus le risque d'effraction psychique est grand. Alors face à ces situations inacceptables, humainement éprouvantes, deux réactions peuvent se combiner. Du côté de soi, de la culpabilité, se blâmer de ses choix, de ses actions, se rendre responsable de ce qui n'a pas de sens. Ou du côté de l'autre, c'est-à-dire blâmer les autres, blâmer l'hôpital, le gouvernement, de leurs choix, les stratégies, la gestion, sous la forme de colère ou d'hostilité. Ces deux réactions sont source potentielle d'une grande souffrance émotionnelle. Nous avons repéré chez les combattants l'effet protecteur de l'action, du sentiment d'utilité, par l'usage des procédures réflexes au cours des scènes de guerre, les préservant d'une certaine manière de ce risque d'effraction psychique, de débordement des capacités adaptatives. C'est l'intérêt du drill en milieu militaire, l'acquisition d'une forme de procédure, réflexe, qui se déroule presque mécaniquement lors de l'exposition au danger, engageant le sujet dans un agir protecteur sur le plan psychique. Cette nécessité d'acquisition rapide de compétences, elle peut être à l'origine d'une majoration du sentiment de maîtrise qui s'est révélé être un bon facteur de protection. Alors en SSE, la production et la réalisation d'actes de soins nécessitent une prise en charge médicale immédiate et hors du commun. L'espace-temps est contraint. Le bouleversement des routines fonctionnelles va déstabiliser les relations interpersonnelles et les priorités d'action. Pour y faire face, la conduite et le pilotage en cellule de gestion de crise va requérir un cadre décisionnel rénové qui va s'appuyer sur une méthode spécifique du management. Ainsi, le collectif, au sens d'un faire-face ensemble, est remobilisé dans ces contextes contraints. Quels seraient alors les objectifs de la formation ? L'incertitude liée aux causes de la crise, l'urgence, l'emballement des événements implique de stabiliser dans un premier temps l'organisation par ces mesures réflexes. L'application de ces mesures donne une orientation, une dynamique, et elle va poser les bases des prises en charge médicales à venir. On se prépare au pire, mais ce n'est pas le pire qui arrivera, c'est l'imprévu. Il s'agit alors d'apprendre à se comporter face à l'imprévu. La technique, les bonnes recettes ne suffisent plus. L'expérience des crises vécues montre que les techniques existent, mais qu'elles s'avèrent peu efficaces si, et seulement si, elles ne sont pas précédées d'un apprentissage des nouveaux comportements. En effet, le raisonnement par les connaissances mobilise plus de moyens que le raisonnement réflexe, qui lui va appliquer des processus maîtrisés et reconnus comme efficaces. En sens, on peut penser que la formation impacte favorablement notre préparation mentale, psychologique, à faire face au SSE, au principe que tout individu face à l'inconnu génère en lui une forme de stress, une agressivité normale, et que l'idéal est d'orienter ce stress vers une activité utile pour éviter qu'il se transforme en agression, vraie, en fuite, voire en sidération. Alors l'illustration des formations de terrain, dites opérationnelles en milieu militaire, qui s'apparentent au drill des combattants, se décline pour le milieu sanitaire en des formations spécifiques qui ont été largement évoquées. Elles visent à favoriser le sentiment de confiance et d'efficacité personnelle, l'aguerrissement technique, mais aussi le travail collaboratif.
La prise en charge spécifique des blessés par arme de guerre impose une nouvelle organisation du dispositif préhospitalier et une très grande réactivité de l'organisation hospitalière, car les victimes régulées arriveront dans des délais très courts. Le principe du damage control, hérité de l'expérience de la médecine de guerre, en est l'illustration princeps, avec celui d'une intervention courte en chirurgie pour optimiser les chances de survie d'un blessé gravissime, et non pas une chirurgie dégradée. L'étude des situations rencontrées par des pairs, les retours d'expériences associés, la pratique d'exercices de simulation sont ici essentiels et ils vont participer à la transmission des savoirs et des savoir-faire, ainsi qu'au management situationnel adapté en fonction des circonstances. Il faut considérer les erreurs non pas comme des fautes, mais comme des expériences et les exploiter comme telles. Progresser, c'est changer d'erreur. En milieu militaire, la dimension opérationnelle et les contraintes qui lui sont spécifiques ont un coût, psychique comme physique, lequel va exiger aguerrissement et entretien régulier des compétences des personnels. Donc les soignants militaires disposent d'un cursus d'écoles dédiées qui vont les préparer aux exigences universitaires et aux spécificités de la médecine de guerre. On a parlé du CEFOS, du CESIMO, le Centre de simulation à la médecine opérationnelle, qui va proposer des formations en médecine pour aguerrir les soignants, amenés à être projetés en opération extérieure et à déployer la médecine de l'avant. Le principe, c'est celui de l'entraînement en simulation de situations de guerre, au même titre que les militaires eux-mêmes, les combattants, qui s'entraînent plusieurs mois avant leur départ en mission pour se préparer aux éventualités multiples qu'ils seront amenés à rencontrer sur le théâtre. Alors, indéniablement, la simulation séduit. Elle trouve des échos tellement positifs qu'elle se diffuse progressivement à l'ensemble des disciplines de la santé. Son appréciation est liée au caractère innovant de l'approche pédagogique qui change des méthodes habituelles d'enseignement. Probablement que son attrait est lié à plusieurs paramètres. Le caractère horizontal qui se dégage de la relation entre les formateurs et les apprenants. Cette horizontalisation, elle favorise un phénomène essentiel, la mise en confiance du stagiaire, la diminution de son stress face aux situations de soins complexes et inédites auxquelles il peut être confronté. L'immersion que propose la simulation par le rapprochement le plus réaliste possible des scènes rencontrées en pratique clinique est un atout considérable de la méthode. Elle vient majorer le sentiment de confiance encore et de compétence auprès des étudiants. Un autre avantage, et j'insisterai là-dessus, consiste en la collaboration et la dynamique de groupe que va instaurer cette méthode, confrontant des professionnels de différents horizons amenés à travailler ensemble. C'est ce qu'on nommerait la formation interprofessionnelle, jusque-là inédite. C'est l'apprentissage du travailler ensemble, avant la confrontation aux situations réelles. Par ailleurs, la simulation, elle permet de rejouer une situation, ce qui n'est jamais réalisable dans la vraie vie. Rejouer, ça permet aussi d'augmenter les connaissances et d'enrichir son appréhension de la situation, car la différence qui en résultera aura nécessairement des effets. Alors bien que l'intérêt de cette méthode pédagogique paraisse incontestable, elle présente toutefois quelques aspects limitants. D'abord, elle n'est pas applicable dans tous les domaines et elle nécessite de ce fait un ajustement ciblé aux situations sanitaires qui s'y prêtent. Par ailleurs, la simulation de situations sanitaires complexes qui mettent à l'épreuve les apprenants, relevant une certaine hétérogénéité dans la pratique et les compétences de chacun, la rend difficilement reproductible et superposable d'une simulation à l'autre. Ainsi, la simulation ne permet que de restituer une idée, une ébauche de la complexité des situations sanitaires rencontrées. Le savoir-être et le savoir-faire qui émergent devront ainsi s'améliorer et s'affiner par l'épreuve de réalité en elle-même. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cet exposé, qui est de discuter le pouvoir de la formation comme un outil de résilience. La question soulevée est celle de l'existence d'un lien entre apprenance et résilience, au sens d'un processus protecteur, voire salvateur, que constituerait la formation au SSE face au désordre que la crise vient provoquer. Le mot résilience, il tire ses racines du latin residere, qui signifie résilier, annuler un acte, un contrat, et de résilire, qui signifie littéralement sauter en arrière, rebondir. C'est un processus biologique, psycho-affectif, social et culturel, comme le nomme Cyrulnik, qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Selon Cyrulnik, les pires épreuves sont surmontables. La guérison est toujours possible et nul n'est condamné au malheur. La résilience, elle désigne ce processus complexe par lequel les blessés de la vie peuvent déjouer tous les pronostics. Pour lui, la résilience est un véritable antidestin. Cependant, il ajoute que lorsqu'on a été blessé dans sa vie, on est contraint de mettre en place, de tricoter un processus de résilience jusqu'à sa mort. La blessure est enfouie, maîtrisée, transformée, mais elle ne guérit jamais complètement.
La résilience, ce n'est pas l'invulnérabilité, c'est une capacité à progressivement reprendre une vie après le traumatisme sans rester figé dans la blessure. Ce processus de résilience serait ainsi constitué d'au moins 2 étapes. La première, celle du traumatisme, où de nombreux mécanismes de défense vont se mettre en œuvre, inconscients, le déni, l'évitement. Puis vient celle de l'intégration du choc et de la réparation, nécessitant de donner un sens à l'événement traumatique. Le processus résilient se construit dans la relation aux autres. Il peut donc y avoir des ruptures ou des arrêts de résilience au cours des étapes de son développement. On peut dire que le processus de résilience est en co-construction permanente. La résilience se construit en partie par le sens, par le fait de comprendre ce qu'il s'est passé, de mettre des mots sur le traumatisme ou l'événement vécu et d'en donner un sens et ainsi de l'intégrer intellectuellement. Les recherches en victimologie clinique conçoivent ainsi la résilience comme un processus soutenu par les ressources internes et externes du sujet. Nous pouvons considérer un axe intrapsychique qui va concerner d'abord les capacités propres à l'individu, autrement dit, ses dispositions, comme le sentiment d'efficacité personnelle, ses compétences cognitives, son sentiment de signification, la capacité à résoudre un problème, ou encore l'apprenance comme une attitude proactive, autoformatrice et réflexive qui s'exprime notamment par une représentation positive de l'apprentissage tout au long de la vie, de la curiosité, des besoins de compréhension et de cognition. Enfin, un axe relationnel qui va considérer les liens entre la personne et son environnement, comme le soutien familial, les personnes aidantes, qui vont favoriser l'autonomie, la responsabilité et le contrôle. Une posture d'apprenance serait un facteur de résilience, permettant d'adopter des pratiques d'apprentissage, favorisant la compréhension du traumatisme. En somme, la posture d'apprenance du soignant, qui souhaite évoluer, avancer face à ce qu'il ne peut maîtriser, est en soi un facteur de résilience. Mais c'est probablement la rencontre entre cette posture d'apprenance d'un individu, voire d'un groupe, et la formation proposée dans une temporalité faste, adaptée, qui fera le lit d'un processus de résilience. Nous avons évoqué les spécificités de cette formation. La question, c'est aussi celle de la temporalité de la formation. Quels effets avant l'exposition à la SSE? Quels effets au cours de la SSE? Et quels effets après les SSE? Les formations doivent-elles être les mêmes? Les études en victimologie clinique ont permis d'observer que les victimes qui s'en sortent ont parmi leurs ressources internes un haut niveau d'apprenance qui joue un rôle important dans le processus de résilience, corroborant ainsi le lien entre apprenance et résilience. Mais il reste toutefois difficile d'établir si l'apprenance était déjà présente chez ces victimes avant le traumatisme ou si elle est apparue à la suite de celui-ci. Pour conclure cette discussion, nous sommes parvenus à montrer le rôle du management, de la formation, de la collaboration qui s'en dégage, qui vont entourer le soignant fragilisé par la SSE et qui l'aident à surmonter les obstacles. Les recherches ont montré que l'apprenance et la résilience sont des notions voisines et intriquées l'une à l'autre. Ainsi, la posture d'apprenance et sa rencontre avec celle d'une formation ajustée et adaptée vont pouvoir permettre de surmonter un contexte délétère. La réflexion que nous avons engagée dans le cadre de la formation des soignants militaires au SSE de guerre s'inscrit dans 2 approches de résilience en formation. D'un côté, l'apprentissage des soins favorise la résilience en situation clinique et d'un autre côté, la relation d'aide, certains professionnels, en faisant preuve de compassion et par un soutien proche de la relation d'aide, vont agir auprès de l'apprenant pour qu'il développe des forces et des facteurs de protection, l'incitant à accroître ses compétences dans des situations d'adversité à venir. Les personnes qui participent à l'étayage des sujets en souffrance font office, quelque part, de figures d'attachement alternatives. À travers leurs interactions relationnelles effectives, l'encouragement, l'aide, l'écoute, ou à partir de ce que le sujet va projeter sur elles, comme modèle identificatoire, elles vont tutoriser son développement. On dit qu'elles assurent un rôle de tuteur de résilience, selon l'expression de Boris Cyrulnik. Nous insisterons là sur l'intérêt de la transmission, du rétex, le retour d'expérience, comme on l'évoque en milieu militaire, qui a pour vertu à la fois de communiquer quelque chose de difficile à se représenter, voire à nommer, mais aussi de sécuriser par le modèle identificatoire de celui qui a traversé l'événement et qui en restitue son expérience pour y faire face. La résilience, elle permet à l'individu de dépasser l'adversité et souvent de trouver une issue socialisée. Dans notre champ, il ne s'agit pas que d'un niveau individuel, mais bien d'une résilience au sens collectif. D'ailleurs, probablement que les effets résilients s'opèrent à la fois sur le groupe, mais aussi grâce au groupe, à l'interactivité qui s'en dégage, aux effets de la collaboration et du lien social, dans un effort commun qui vont viser un objectif partagé.
En conclusion, si la question est celle de l'intérêt de la formation au SSE dans la préparation psychologique à l'imprévisible, la réponse est incontestablement oui. Il y a des effets indéniables de l'aguerrissement au sens de l'acquisition, d'une procédure, réflexe, d'une mécanique du soin, de l'apprentissage de la collaboration, au sens de la mobilisation collective face au danger. Tout ceci va venir enclencher un processus résilient face à ce qui pourrait advenir. Nous le nuancerons toutefois, parce que bien qu'en constante évolution, l'enseignement tente de parer à toutes les éventualités, toutes les situations que le professionnel de santé serait à même de trouver en pratique clinique. La recherche de sécurité dans les sciences de l'enseignement en santé, comme d'ailleurs probablement autant auprès du patient et de son entourage, et elle concerne celle aussi du praticien en santé, qui ne supporterait d'être démuni ou dépourvu dans une situation imprévue à laquelle il n'aurait été confronté jusque-là, d'autant plus en contexte sanitaire exceptionnel. Mais il y a des paramètres qui ne sauraient être maîtrisés, particulièrement dans le domaine de la santé. Cette part d'ombre inexorable, qui est liée à la singularité en elle-même de chaque situation clinique, constitue un réel point de butée dans cette perspective permanente d'améliorer nos pratiques et notre enseignement. Pourtant, elle apparaît comme nécessaire pour maintenir le professionnel de santé dans un engagement personnel constant au cœur de sa pratique. Je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Gorin, de nous avoir complètement convaincus qu'il fallait continuer dans nos efforts de formation. Et comme dit monsieur Lagadec, il faut se préparer à être surpris. Mais pour ça, il faut faire des entraînements ou autres. On va prévoir une ou deux questions, puis ensuite, on va laisser la place à l'Assemblée générale. Ah non, alors pas de questions. Donc... Merci beaucoup aux différents orateurs. Je voudrais vous dire que vous avez la possibilité de publier ces excellentes présentations dans la revue